Bonjour et bienvenue dans Voiture de légende pour cette émission de rentrée. Vous pouvez suivre d'ailleurs toutes les émissions précédentes sur notre site internet www.voituredelégende.com. Nous sommes dans la région liégeoise chez un passionné, Jean-Pierre Vieillevoix, bonjour. Bonjour. Qui, avec quelques amis, notamment Alain Nagelmakers, bonjour. Bonjour. Du Royal Motor Union, bien sûr. Nous avons quelques très belles voitures ici, dans cette collection privée. Comment vit-on une passion comme celle-là et comment compose-t-on une collection, messieurs? Assez facilement, à partir du moment où on aime bien les véhicules anciens et qu'on recherche certains types de véhicules dont on a toujours rêvé. C'est un peu mon cas. J'ai toujours rêvé d'une Austria quand j'étais gamin. J'ai eu la chance d'en acquérir une en 1981, suivi d'une Jaguar XK150 et d'une Rolls-Royce. Voilà, c'était dans les années 80-85, suivi de l'achat de la Daytona en 1900, il y a à peu près 2 ans. Voilà. Magnifique Ferrari Daytona derrière nous, voiture assez rare. Alain Nagelmakers, dites-nous un peu comment on s'entraide entre collectionneurs, on se met ensemble et puis on passe du temps si on apprécie les belles choses. Mais avant d'être collectionneur, nous étions amis. Et un peu gain d'ailleurs, donc on se connaissait bien. Et puis on a eu, la passion s'est déclenchée peut-être à peu près en même temps. Et on a acheté parfois des véhicules ensemble. Et j'avais aussi la passion de certains véhicules, dont certains que vous ne verrez pas ici. Je voulais des véhicules peut-être faits dans la région. J'ai une TR2 coupée Francorchamps qui a été faite chez Imperia. La Jeep que vous voyez derrière vous a été faite là-bas aussi, parce que c'est une Minerva, mais Imperia avait racheté Minerva. Et j'ai une Imperia, mais vous ne verrez pas ici non plus. D'accord. En tout cas, c'est vrai que cette région liégeoise a été le berceau d'une véritable industrie automobile belge, entre les deux guerres notamment. Nous allons maintenant prendre l'air, prendre l'air de la montagne, en faisant un petit flashback, en remontant au début du mois de juillet, pour le Rallye des Alpes, direction Genève. Pour la 51e édition de ce rallye de régularité FIVA catégorie A, le Rallye des Alpes, basé à Genève, se tournait vers l'Est et traversait la Suisse et l'Autriche, visitant au passage l'Italie et l'Allemagne pour se terminer à l'extérieur de Salzbourg sur le Full Ski. Cette fois encore, le vainqueur toute catégorie a été une voiture d'avant-guerre, la Lvis Speed 25 de Bert Dolk et de notre compatriote Yves Nulanders. Ceci est dû partiellement au système de coefficients qui cherche à donner sa chance tant aux véhicules plus anciens qu'aux plus récents, mais aussi à l'adresse et à la persévérance de l'équipage Bert Dolk qui avait dû abandonner en 2006 sur panne mécanique de la Lvis et était déterminé à prendre sa revanche malgré les mauvaises conditions météo à certains moments, y compris quelques centimètres de neige au sommet du col du Grimsel. Ils resteront d'ailleurs en tête du départ à l'arrivée. Pour rejoindre la station estivale et de sport d'hiver Stade, on retrouve quelques routes paisibles où Robert Rorif a tracé un fléché original parmi les forêts de sapins du Jura, puis des Préalpes avant d'atteindre le Sannenland et l'Oberland bernois pour une arrivée au centre de Stade. Certains parmi les Bentley Boys se souviendront d'avoir fermé en 2006 le bar du Stegenberger aux Aurores. À la poursuite de l'Alvis depuis le début du rallye, nous trouvons une autre voiture d'avant-guerre, l'Aston Martin International, de Giuseppe et Gianfranco Redaelli, mais ils rétrogradèrent ensuite jusqu'à la 6e place, tout en remportant leur classe après avoir trouvé l'escalade du col du Stelvio un peu trop dur pour leurs 1500 cm3. La seconde place fut remportée encore par une autre voiture d'avant-guerre, la BMW 328 de Harry Stello et du Belge Etienne Scruyen. Lisa Langs et Catriona Rings terminèrent 3e, remportant la Coupe des Dames au volant de leur Austin LA 3000. 1, 3, 2, 1, ok. Le temps n'était pas de la partie, même si les 2 derniers jours, le soleil a pointé quand même le bout de son nez, même le départ à Genève eut lieu sous les trompes d'eau. C'est là que Stephen Collins attendit en vain son copilote, Mark Stenberg, jusqu'à ce qu'un gentleman dans la foule lui offrit de le naviguer jusqu'à Lucerne. Ce volontaire était simplement sorti de chez lui pour acheter un journal et il eut la difficile tâche d'expliquer par téléphone à son épouse qu'il serait absent pour quelques jours. En réalité, il a parcouru tout le rallye avec Collins en Bentley 4, un demi-litre Tourer de 1928. L'accueil que lui a réservé son épouse à son retour ne nous est pas connu.
Les voitures quittent le lac de Lucerne pour retrouver la haute montagne et un autre vieil ami, le col du Saint-Gothard, la Trémola puis le San Bernardino et pour finir, la Spluga sont au menu de l'après-midi avant de rejoindre Saint-Moritz. À elle seule, cette station vaut le déplacement, en particulier pour son intimité avec la haute montagne et les neiges éternelles qui l'entourent jalousement. Inutile de préciser que les concurrents ont succombé une nouvelle fois au charme unique de l'hôtel fétiche du rallye, le Souvretta House and Resort. Une des particularités du Rallye des Alpes est son système de trophées, outre le classement général, la Coupe des Alpes. Cette année, l'attention se concentrait sur Peter Barker et Willy Kev avec leur Mini Cooper ex-usine. Ils avaient remporté les coupes les 2 années précédentes et s'ils avaient gagné cette fois encore, auraient été candidats pour une coupe d'or. Hélas pour eux, ils préservèrent leur chance de remporter cette coupe jusqu'au dernier jour mais échouèrent dans 4 sections de régularité d'1 seconde pour passer à 0. En fait, un seul équipage reçut une coupe en 2007, attribuée à la Porsche 550 1500 de Michael Fechtinger. Saint-Moritz-Seefeld, c'est une autre étape de rêve. Le rallye passe donc aussi en terre italienne, à la recherche du légendaire Stelvio, où se sont illustrés les plus grands noms. Maurice Gazzonides, les frères Morley, Sir Sterling Moss et bien d'autres. La seconde partie d'étape offrira quelques répits aux équipages pour effectuer un sans faute dans les RT de l'après-midi avant de rejoindre le Tyrol via Coutet et Seefeld, une station de sport d'hiver qui se trouve à environ 20 km à l'ouest d'Innsbruck et à environ 10 km de la frontière allemande. Le Rallye des Alpes attire toujours des voitures authentiques qui ont participé à l'événement lorsqu'elles étaient neuves. À côté de la Mini de Barker, il y avait aussi la Sunbeam Alpine MK1, ex-Peter Collins, de Peter Schimmel et Ed McDonough, ainsi que l'original Denzel 1500 qui remporta le rallye en 1954 avec son constructeur Wolfgang Denzel et qui était piloté cette fois par son fils Peter. Une autre ex-voiture d'usine était l'Austin LA 3000 de Dave et Nicky Saunders, mais celle-ci ne participa jamais au Rallye des Alpes pour le compte de l'usine puisque sa seule sortie fut le RAC Rally en 1965. Seefeld-Salzbourg, c'est la dernière bagarre pour les prétendants à la victoire finale sur l'école entre Bavière et Autriche ou pour celles et ceux venus chercher une de ces coupes des Alpes tant convoitées. L'hôtel Jacques Doff de Fouchle, proche de Salzbourg, couronne donc cette 51e édition du Rallye des Alpes. Toujours des belles performances des pilotes ou des copilotes belges en l'occurrence dans ces rallyes à l'étranger comme ce rallye des Alpes. Nous sommes avec Jean-François De Villers qui lui organise des épreuves en Belgique, des épreuves très prestigieuses comme ING Ardennes Roads et puis dans quelques jours l'événement de la rentrée c'est évidemment le Rothschild Belgian Classic. Parlez-nous un peu de cet événement, comment ça se prépare, comment ça se présente? Ça se présente très bien puisque cette année pour la 2e édition on va avoir 80 voitures au départ, toutes plus belles les unes que les autres, à peu près une dizaine d'avant-guerre dont des modèles complètement exceptionnels qu'on voit vraiment très rarement comme une Aston Martin de 1933 par exemple. Un départ de Liège, de la cour intérieure des Palais des Princes-Évêques. En fait, c'est un peu une façon pour nous de prolonger la tradition, puisque je suis liégeois, et que le Liège-Rome-Liège n'existant plus, on avait envie de ce clin d'œil. C'est pas mal effectivement de retrouver le même endroit, ça renforce la nostalgie. Beaucoup d'événements, beaucoup de concurrents, vous l'avez dit. Le parcours, un petit mot sur le choix du parcours? Avec cet événement, on avait voulu éviter l'Ardenne, puisque l'Ardenne on y est souvent, et donc on avait décidé d'aller sur la Flandre. Donc on part effectivement de Liège, on prend la direction du Limbourg avec une pause à Lanaken, on retraverse toute la Flandre, en tout cas la partie limbourgeoise, la Campine, pour une arrivée en fanfare sur la Grande Place d'Anvers. Le lendemain, on suit la frontière belgo-néerlandaise, la Zélande, pour faire une arrivée sur le Burg à Bruges. Voilà, le 8 et le 9 septembre, le Rothschild Belgian Classic, ne le manquez pas. Du rallye au circuit, on va revenir au circuit avec un meeting historicar, comme on l'appelle, à Chimay. Le circuit de Chimay qui avait des petits problèmes d'homologation, eh bien en tout cas pour ces meetings historiques, il est de nouveau en activité et les Anglais ont débarqué en force. C'était à la fin du mois de juillet à Chimay.
La 8e édition de l'Historicar a rassemblé cette année le Tendance Week-end, un lot important de véhicules historiques sur le circuit chimassien. Celui-ci d'ailleurs a retrouvé tout l'éclat des années d'antan. Cette épreuve a donné un certain plaisir aux amoureux de sport mécanique. Ils ont pu revoir les vieilles dames qui ont fait le bonheur des pilotes sur ce circuit, encore appelé en son temps Grand Prix des Frontières. Petite bourgade au sud de la Botte du Hainaut, la ville de Chimay est connue par le monde entier grâce à sa bière et à son circuit. Longtemps, celui-ci fut un des hauts lieux des compétitions automoto en Belgique. Aujourd'hui, le tracé ne correspond plus aux normes toujours plus drastiques pour accueillir les grands championnats internationaux, mais il n'en reste pas moins actif pour autant. C'est un circuit routier, donc quelque part c'est ce qui fait de lui quelque chose d'extraordinaire en Europe, puisque c'est à l'occasion de cette course qu'on ferme 4 routes et qu'on roule dessus. Donc c'est vraiment le plus pur respect de la tradition des circuits routiers dans le temps. Donc le futur, on va essayer de pérenniser ce qu'on a réussi à maintenir jusque-là. Ça passe par une très très grande collaboration entre les autorités communales, le circuit de Chimay, les autorités de l'État, le Met et bien sûr également le RACB. Et nous avons entrepris cette année 2007 la construction d'une véritable relation entre ces 4 acteurs majeurs et j'espère qu'elle va se terminer par plein de bonnes choses qui nous permettront de garder les autorisations et les licences nécessaires pour pouvoir courir à Chimay dans toute la sécurité que les courses modernes nous imposent malgré tout. Différentes catégories se sont affrontées tout au long du week-end. En plus des courses, les démonstrations et les parades se sont côtoyées pour le plus grand plaisir des spectateurs présents. Notons également la présence de quelques 250 participants étrangers, notamment des Anglais parmi lesquels Rowan Atkinson, le célèbre Mr Bean. Dans la course Top Hat Masters Series, composée de plus de 60 voitures de sport et de tourisme, un des concurrents, l'anglais de la Mustang Shelby numéro 88, nous explique le pourquoi de sa présence à Chimay. J'étais invité par un groupe de coureurs anglais qui vient chaque année ici, ils descendent normalement ici. Ils m'ont invité de venir parce qu'ils ont dit que c'est très spécial ici. Actuellement, c'est un ami de moi qui c'est une Shelby Mustang, une grosse bolide des années 60 américaine avec sa moteur V8 dans l'ordre de 400 chevaux. Et très intéressant. Bien adapté pour le circuit de Chimay? Oui, parce qu'une question de puissance, les chicanes sont pas terribles, mais amusants quand même. Parmi tous ces Britanniques, seul un pilote belge est engagé dans cette catégorie internationale. Je suis le seul pilote belge qui participe pour le moment donc au Master Series, tout simplement parce que je travaille en collaboration avec les personnes du circuit de Chimay depuis environ 6-7 ans. On m'a demandé donc au tout début si je ne pouvais pas, vu les contacts que j'ai en Angleterre, parce qu'on savait que ce sont des concurrents qui sont très friands de ce genre de circuit. En plus, comme je suis un peu de la région, je m'investis beaucoup donc, dans le développement de ce circuit, mais qui m'apporte d'énormes satisfactions au point de vue pilotage. Un historicar qui s'est déroulé dans la plus pure tradition d'antan et qui évoluera certainement dans cette même tradition. Rester en phase avec la tradition chimassienne, rester en phase avec la convivialité qu'on a toujours voulu respecter sur ce site. C'est une des valeurs majeures du pays de Chimay. Je crois que c'est ce qui a fait la force du Grand Prix des Frontières dans le temps et c'est ce que, même si on évolue dans le futur, je pense qu'il faut à tout prix garder ce contact entre les gens, les pilotes, les voitures, qu'on puisse les approcher tout près. Je ne veux pas d'un circuit aseptique et je ne veux pas d'un historicar aseptique. À Chimay et son Grand Prix des Frontières, toute une époque dans les années 60, 70. On y retrouvait des voitures de compétition comme cette Ferrari Daytona des années 70, des courses de grand tourisme, mais aussi des courses en monoplace. Dans les années 60, on se souvient du Grand Prix de Formule 3 où de très nombreux pilotes champions de Formule 1 par la suite se sont illustrés du côté de Chimay. Alors, à propos de Formule 1, on sait que c'est la rentrée. À Chimay, le week-end prochain, je vous signale d'ailleurs qu'il y a les 10 ans de la Fun Cup. Ça n'a rien à voir
savoir, mais il y a une course de VW Fun Cup à Chimay le week-end prochain pour le 10e anniversaire de cette coupe bien sympathique. L'actualité du mois de septembre, c'est aussi le Grand Prix de Belgique de Formule 1, évidemment. Ce sera le 16 septembre avec la Formule 1 moderne. Mais intéressons-nous à une Formule 1 ancienne. On l'a retrouvée dans le musée de Stavelot. Il s'agit d'une Lotus 24, une voiture qu'a pilotée à l'époque en 62-63 le grand Jim Clark. Ici, c'est celle de son équipier Innes Ireland. Et on a décidé de lui faire prendre l'air en retrouvant le circuit et son terrain de jeu de prédilection. À l'occasion du grand retour de la Formule 1 dans les Ardennes belges, le célèbre musée de Stavelot, qui fait office de musée du circuit de Francorchamps, ne pouvait que mettre l'accent sur le très riche passé de la catégorie reine du sport automobile en terre spadoise. En résulte une exposition exceptionnelle à plus d'un titre, qui se prolongera jusqu'à la fin du mois de septembre. Toutes les décennies, depuis la création officielle du championnat du monde de Formule 1 en 1950, sont représentées. Et le conservateur de l'endroit ne désespère pas de présenter une F1 actuelle à l'occasion du Grand Prix. Les touristes et autres passionnés de passage dans les superbes caves voûtées de l'abbaye seront sans doute surpris de constater que certaines journées, l'un ou l'autre bolide manque à l'appel. C'est que le musée du circuit est un musée vivant, avec des reines d'antan qui laissent rarement passer l'occasion de remonter en piste. 95% de la collection qui se trouve ici au musée est en parfait état de marche, ce qui fait que certains propriétaires font encore entre 5 et 15 courses par an. C'est pour ça que les voitures, parfois il y a des trous, mais en règle générale je m'arrange toujours pour quand une voiture va quelque part, je dis au propriétaire, est-ce que tu ne pourrais pas me prêter une autre voiture pour ne pas que j'ai de trous dans le musée? Et en règle générale il n'y a jamais de trous dans le musée. Particularité de cette émission, elle aime en avoir le cœur net, raison pour laquelle l'une de nos équipes s'est retrouvée par un matin estival, donc pluvieux, à Francorchamps, afin de couver du regard une belle anglaise qui a fait l'histoire, la Lotus 24. L'un des enfants du prodige ingénieur Colin Chapman, à une époque où le législateur avait trouvé comme seule solution pour abaisser les performances des voitures, de réduire la cylindrée des moteurs à 1500 cm3. Cette voiture est une voiture qui a été construite en 62, donc elle a participé à beaucoup de grands prix dans la saison 62, avec à son volant Innes Ireland principalement. Elle a été pilotée une fois par le coéquipier d'Innes Ireland, Mastien Grégory. L'année suivante, elle a été vendue à une écurie anglaise, l'écurie Parnell, qui l'a louée à ce moment-là de Grand Prix à Grand Prix. Maurice Ratignan l'a pilotée au Grand Prix de France, Mike Elwood l'a piloté au Grand Prix d'Angleterre et sa carrière s'est terminée donc en 63. Cette Lotus 24, elle est issue d'une époque de légende, illustrée ici par le film Grand Prix, qui voyait ces F1 passablement dangereuses défier les lois de la vitesse et de l'équilibre sur des circuits qui étaient autant de monuments, à l'image de l'ancien tracé de Francorchamps. Quelques images valent d'ailleurs mieux qu'un long discours. Mais revenons sur cette Lotus 24 ex-Ireland, Trintignant et Heywood, dont le moteur V8 Coventry Climax est un modèle d'orfèvrerie. Pensez donc, un V8 de 1500 cm3, cela peut surprendre. Raison pour laquelle la restauration de cette pièce très rare sur la scène internationale a été assez longue. Une histoire qui a débuté en Angleterre, où Michel Wanty a déniché la belle. Cette voiture, je l'ai évidemment récupérée en Angleterre parce que c'est là qu'on trouve pratiquement toutes les anciennes F1, sur toutes les F1 de cette époque. Cet achat date d'il y a plus de 10 ans maintenant, ça doit dater de 94. La restauration a été assez longue et elle a disputé sa première course en historique au Grand Prix de Monaco, au premier Grand Prix historique de Monaco qui a eu lieu en 97, lors des fêtes de la dynastie des Grimaldi. J'ai fait quelques courses à son volant, puis malheureusement le moteur a connu de gros problèmes qui ont nécessité une restauration assez longue puisqu'elle a duré 6 ans et qui a été faite ici exclusivement en Belgique. Mais comme on ne retrouve plus de pièces de cette époque, c'est du tout premier bloc V8 Coventry Climax, on ne trouve plus de pièces, donc il a fallu tout réusiner et c'était réusiné ici en Belgique et remonté par un mécano belge. Donc on est quand même très fiers d'arriver à ce résultat alors que tous les Anglais disaient qu'on n'y arriverait jamais.
Et en 2005, enfin, après 6 ans d'attente, la voiture a retrouvé les circuits. Elle a reparticipé au Grand Prix de Monaco-Zurich l'année dernière. Elle est invitée tous les ans au plus grand meeting historique qui se déroule à Goodwood, sur le circuit bien connu. C'est la plus belle manifestation qu'on connaît tous les ans et où on peut rouler sur invitation exclusivement. Pour d'élémentaires raisons de sécurité, notre Lotus 24 n'a pas multiplié les tours de piste. Il est vrai que la puissance arrive à partir de 6000 tours minute, ce qui incite à la prudence. Et puis cet F1 doit prendre la direction de Goodwood, temple de la voiture de compétition ancienne. On sera dès lors très loin de l'ambiance feutrée du musée de Stavelot. D'une Lotus de Formule 1 à une Porsche diesel, il n'y a qu'un pas, c'est une monoplace aussi, monsieur Nagelmacher. Mais c'est évidemment assez original, un tracteur Porsche. Comment est-ce que dans une collection, on découvre comme ça des véhicules un peu surprenants ? C'est difficile à dire. J'ai un ami qui est ici d'ailleurs, qui s'appelle Paul Royen, qui est préparateur Porsche non officiel. Et il avait 3 tracteurs Porsche, je ne savais même pas que ça existait. J'ai trouvé celui-ci superbe, je me suis dit que c'était quand même original dans une collection. Absolument. Tout comme votre Tiger, la Sunbeam, ça aussi c'est un coup de cœur, c'est une voiture qui vous rappelle vos belles années, votre jeunesse ? Pas vraiment, parce que j'ai beaucoup roulé, mais pas là-dedans. Mais j'étais amoureux d'une Tiger parce que l'an passé, j'ai eu très difficile de suivre le train du National Classic qui était plus dur que d'habitude. Et je me suis dit, il faudra quelque chose d'un peu plus puissant. Alors cette Tiger-ci, elle est vraiment très très bien préparée. Il y a 320 chevaux et j'ai eu un coup de cœur, oui. Magnifique. Et puis votre Jeep, évidemment, qui a ce charme du 4x4 Made in Belgium. Oui, c'est pas tout à fait le charme discret de la bourgeoisie. Mais bon, j'ai fait mon service militaire au 3e bataillon parachutiste dans cette Jeep Riki. Pas celle-là, évidemment. Et on en a trouvé une avec mon fils il y a 10 ans et on en rêvait, puis il est allé la chercher il y a 8 jours. Elle est armée, mais démilitarisée, bien entendu. Armée jusqu'aux dents, mais en tout cas, tous les accessoires y sont, c'est magnifique, c'est vraiment une belle pièce de collection. Vous savez aussi que entre ce genre de véhicules un peu surprenants, comme les tracteurs, mais aussi les voitures anciennes, comme cette Jeep, ou encore des motos, eh bien notre partenaire, la FBVA, Fédération Belge des Véhicules Anciens, regroupe des clubs qui collectionnent tout ce genre de véhicules. À propos de motos, eh bien, retournons à Francorchamps, cette fois, mais pour le Biker Classique, un grand classique, comme son nom l'indique, de l'été. Voiture de légende vous présente le tout nouveau circuit de Spa-Francorchamps qui vient d'être complètement relifté et étraîné le week-end des 30 juin et 1er juillet lors de la 5e édition des Bikers Classiques malgré une météo capricieuse. 12 champions du monde totalisant 35 titres étaient à pied d'œuvre pour le plus grand bonheur des spectateurs conquis par leur disponibilité. Au fil des années, si le nombre de stars présentes ne cesse de croître, la qualité des machines réunies fait de plus en plus l'unanimité. Même les collectionneurs les plus avertis ont écarquillé leurs yeux en découvrant les pièces rares offertes au regard de tous. Le plateau proposé cette année 2007 était tout simplement somptueux. On pouvait y voir des machines exceptionnelles de toutes cylindrées, 50, 125, 250, 350, 500, 750 cm3, accompagnés de leurs pilotes de légende. Giacomo Agostini, 15 fois champion du monde en 350 et 500, Christian Saron, Phil Reed, Ralph Bryans, Richard Rubin et bien d'autres. De quoi donner le frisson au public venu en masse et aux organisateurs. Je pense que c'est la 5e année, donc ça commence à se savoir que c'est un événement assez sympa. Donc les pilotes ont bon de rouler sur ce circuit magnifique. On leur offre un concert le samedi soir, il y a plein d'ambiance. Nous souhaitons l'année prochaine avoir encore plus de pilotes de Grand Prix. Peut-être rajeunir un peu le cadre ou le type des motos qui peuvent participer. Les motos d'avant-guerre peut-être un peu moins. Et peut-être utiliser plus de motos au début des années 80. Parce que pour l'instant nous allons jusqu'en 1980. Mais si on va jusqu'en 1985, ça va nous donner la possibilité de faire venir beaucoup de très belles motos. Avec 10 champions du monde, c'est un plateau exceptionnel. Les motos, pareil, on avait des motos de tous les âges, de tous les types, de toutes les cylindrées. Je pense que c'est une grande réussite, tant au niveau humain que matériel. C'est pas très compliqué dans la mesure où nous avons à Francorchamps un outil de travail exceptionnel qui a encore été amélioré cette année. Donc les pilotes d'eux-mêmes demandent à venir.
Au niveau des machines, il y a d'abord MV Agusta qui est la moto légendaire. On en avait 8 au départ cette année. On avait des Yamaha, des Suzuki, des Honda pour le Japon. On avait quelques Kawasaki tout à fait très rares. Et je pense que ce qui est important, c'est les petites cylindrées. Il faut quand même admettre qu'on avait 70 motos de petites cylindrées, ce qui n'a jamais été fait avant nous. Et puis, les Bikers Classiques, c'est aussi l'occasion de prendre des nouvelles de Stéphane Mertens, en convalescence après un accident au guidon d'une BMW qu'il devait piloter aux 24 heures du Mans. Je suis d'ailleurs très heureux de pouvoir être ici, parce que j'ai eu donc un malheureux accident il y a 3 mois déjà maintenant. Et je dois dire que la moto me manquait. Je ne pourrais pas encore évidemment être sur la moto, mais déjà d'être ici debout lors de ce magnifique événement, d'ailleurs, c'est pour moi vraiment une grande satisfaction. Vraiment, je retrouve beaucoup de motos que j'ai côtoyées pendant ma carrière de pilote. Et vraiment, j'ai un engouement extraordinaire pour cet événement et pour la moto ancienne. C'est vraiment impressionnant. Je pense que ça reste un très beau circuit. Il y a une amélioration très nette au niveau de la sécurité, ce qui est le principal, mais il garde quand même tout son charme. Il y a quand même encore 1 ou 2 endroits un peu dangereux comme la descente. C'est vrai qu'avec les motos très rapides, la descente, s'il pleut, ça reste un endroit vraiment limite, mais ça reste un très très beau circuit sur lequel j'ai beaucoup de plaisir. C'est l'occasion de plein de pilotes de se revoir. Il y a 1 ou 2 événements comme ça l'année en Europe, et puis les gens aiment bien de venir parce que c'est l'occasion de se revoir. Et puis il y a énormément de très très belles motos. Et en voici d'autres des machines d'exception, préparées cette fois par un homme d'exception et que l'on surnomme le magicien préparateur flamand Jean de Lander. C'est les couleurs de Jean de Lander qui a commencé avec sa passion de la moto. Il était concessionnaire Honda à Moorsegem, que personne ne connaît, jusqu'à quelques années quand il a commencé à faire des belles préparations. Celle-ci est une moto tout à fait spéciale. Elle avait un cadre d'usine, mais il a fabriqué un bras oscillant en parallélogramme pour pouvoir, qui était une invention à lui, pour pouvoir tenir 24 heures avec une même chaîne. Quand les autres équipages devaient changer la chaîne, eux parvenaient à rouler avec deux fois de chaîne en 24 heures. Lui, il roulait avec une chaîne pendant 24 heures. Grâce au système, la chaîne était toujours tendue à la même tension. Et quand les Japonais ont vu ça, ils voulaient avoir cette machine au Japon pour pouvoir savoir qui avait fait ça. Voilà pour ce tour d'horizon des Bikers Classiques sur le plus beau circuit du monde. Et rendez-vous l'année prochaine avec toujours des motos anciennes, mais encore plus belles. La moto à Francorchamps, on en parle, peut-être pour si pas un MotoGP, peut-être pour le retour de la Superbike bientôt dans nos Ardennes. Nous allons conclure cette émission Voiture de légende de rentrée, presque une émission anniversaire pour nous avec notre hôte Jean-Pierre Vieillevoix. Merci de votre accueil. Nous sommes ici installés dans votre magnifique Austin Hillet, une voiture habituée à des beaux événements, et vous allez participer dans quelques jours, dans 2-3 semaines, au National Classic évidemment. Le 22 septembre, le départ le 22 septembre de Bruxelles, via Luxembourg, Vittel, Évian, Sestrières et Monaco. Arrivé le 26 ou le 27. Voilà, arrivé à Monaco fin septembre, nous y serons d'ailleurs, on va certainement vous suivre. Bon, en quoi est-ce que ce rallye-là a ce petit quelque chose de prestigieux en plus? C'est très bien organisé par Keke Bruins, l'organisation est très bien, les paysages sont fabuleux, les voitures sont très belles également, et on est bien reçus, et c'est toujours un plaisir de participer. Ce sera ma 3e participation. Voilà, il y a une vraie communauté aussi de tous ces passionnés. L'Austin Hillet en particulier, c'est une voiture qui marche bien dans ces rallyes. Pourquoi? Très bien, facile, passe-partout, résistante et voilà, très bien, très convivial. Bien, amusez-vous bien. Merci beaucoup en tout cas de votre accueil aujourd'hui. Et puis rendez-vous dans un mois, bien sûr, le dernier jeudi comme d'habitude sur BTV. N'hésitez pas non plus à revisionner cette émission. Il y a plusieurs rediffusions, mais aussi sur Internet, vous le savez, avec notre adresse www.voituredelégende toutattaché.com. Rendez-vous donc dans un mois. D'ici là, portez-vous bien et sortez vos ancêtres, c'est encore la belle saison.